Kinobo présente un podcast cinéma des frères Chanteau. Attention, ici, on spoile comme des porcs. Bonjour et bienvenue dans Kinobro, le podcast cinéma des frères Chanteau. Je suis Sébastien. Et je suis Nicolas. Et on va parler de cinéma. Aujourd'hui, Armageddon Time de James Gray. Donc Nico, James Gray, c'est un de tes petits chouchous, c'est un de tes cinéastes de chevet. Si c'est un de mes cinéastes de chevet, c'est un cinéaste que j'aime bien parce que je trouve que c'est un cinéaste qui continue un petit peu la veine creusée par les anciens réals du Nouvel Hollywood et qui s'en cache pas de toute façon. Ouais, c'est un des héritiers du Nouvel Hollywood, qui vraiment est tourné vers le Nouvel Hollywood en tout cas, avec Paul Thomas Anderson, Ouais. Tarantino d'une certaine mesure, même si bon, c'est un cas particulier, et James Gray effectivement, ouais. Des cinéastes cinéphiles, Et encore une fois. Ouais, et je pense que ce que j'apprécie beaucoup dans son cinéma, c'est que c'est un cinéma qui est teinté d'une mélancolie qu'il n'y a peut-être pas chez les autres. Les autres réalisateurs de sa génération, quoi. C'est un cinéaste qui a une conscience du passage du temps. Oui, c'est vrai. Et de sa place dans le temps lui aussi. Et c'est quelque chose déjà qu'on sent dans son dernier film, donc Armageddon Time, mais qui était déjà présent dans son tout premier, en fait, Little Odessa, je trouve. Et aussi dans à peu près tous les drames contemporains qu'il a réalisés. Oui, tout à fait, ouais. C'est un cinéaste à la fois mélancolique et tragique, qui a une conscience tragique en tout cas des choses et de l'humain, qui n'oublie pas aussi, à l'inverse de certains peut-être de ses confrères, d'inscrire les héros de ces histoires dans un système. En général, ils sont produits d'un système ou ils sont produits d'une famille. Alors, on va vite fait balayer la filmographie de James Gray, si tu es d'accord. Il n'y en a pas 3000, toi, son film. Ouais. Il a commencé sa carrière en 1994. À l'âge de 23 ans, il réalise Little Odessa, avec Tim Roth et Edward Furlong. C'est un film pour lequel il a eu une distinction. Il a gagné le Lion d'argent à Venise, qui récompense le meilleur réalisateur. C'est assez dingue, du coup, de gagner ce prix-là aussi précoce, de manière aussi précoce. Et c'est un film, du coup, qui est d'une noirceur absolue, qui raconte une tragédie familiale. Et il mettra 6 ans, c'est ça, pour faire son film suivant. Ouais, The Yards, qui est un peu le film qu'il a mis dans la panade ensuite. Une sorte de drame criminel aussi basé sur certains souvenirs ou des éléments de sa famille, une histoire familiale, quoi, qui avec Mark Wahlberg et Joaquin Phoenix, avec qui il tournera notamment plusieurs films ensuite. Et c'est un film qui sera extrêmement mal reçu au Festival de Cannes, notamment parce que la fin sera perçue comme étant une fin un petit peu fascisante. Fin qui a d'ailleurs été choisie et exigée par son producteur de l'époque, Harvey Weinstein, mais on y reviendra dessus plus tard. Fascisant, carrément. Je sais plus si c'était fascisant. En tout cas, il y avait l'idée il y a l'idée de délation. De la délation, voilà, de mettre en avant. C'est vrai que c'est plus sur We on the Night qu'il y a eu le même problème des années plus tard. Donc il mettra 7 ans à faire le suivant. En 2007, il revient avec We on the Night, toujours avec Mark Wahlberg et Joaquin Phoenix et Eva Mendes, qui est aussi, encore une fois, il a fait une sorte de trilogie un petit peu sur du crime et de la famille avec ses 3 premiers films. Et là aussi, le film sera assez mal reçu à Cannes. Là, pour le coup, il sera vraiment... On était à l'époque en plein... sur la résidence de Nicolas Sarkozy, avec les obsessions sécuritaires et compagnie. Et c'est vrai que le film n'est pas un tract pro-police, mais est beaucoup trop complexe, à mon avis, par rapport au climat qu'on avait en France. Et du coup, il a été mal reçu parce qu'on a cru y voir une espèce de dérive un peu sécuritaire. Là où le film est beaucoup plus tragique, en fait. Et aussi n'est pas du tout un tract pour la police. Mais bon, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir. Peut-être qu'on y reviendra rapidement. Mais voilà. Un an plus tard, en 2008, il revient avec Two Lovers, avec Joaquin Phoenix et Gwyneth Paltrow, il sort du genre et il fait une sorte de chronique amoureuse. Seb, toi, tu sais que c'est un des films que tu préfères. Oui, c'est le film que je préfère de James Gray. C'est adapté en fait des Nuits blanches de Dostoïevski, qui avait déjà été adapté par Luchino Visconti en film. C'est un drame romantique absolument bouleversant. Avec Joaquin Phoenix aussi, qui est très touchant dans le film. On y reviendra peut-être. 5 ans plus tard, il fait The Immigrant, qui est pour moi peut-être son film le plus faible, qui est un film d'époque, qui raconte, je crois, le trajet du personnage de Marion Cotillard
qui arrive à New York au début du siècle, sur Ellis Island, et comment elle arrive à survivre en fait dans ce milieu qui n'est pas propice justement aux immigrés, quoi. Donc c'est déjà, comment dire, quelqu'un qui a une conscience des classes et une conscience du rapport à l'immigration, qui est une thématique qui revient, y compris dans ce film-là, quoi. C'était déjà le cas, vraiment, c'était vraiment presque le sujet de The Yards, mais voilà, ça revient aussi dans ce film-là de manière un peu plus visible, quoi. Ensuite, il a fait en 2016 The Lost City of Z, un projet qu'il portait depuis longtemps, qui est aussi un film d'époque, qui raconte un petit peu l'histoire d'un explorateur joué par Charlie Hunnam, je crois qu'il s'appelle, qui essaie de trouver cette cité perdue de Z, et qui fait beaucoup d'allers-retours entre comment il va se perdre, en fait, qui raconte un petit peu comment il va se perdre dans la quête de cette cité, et comment il va amener quelque part sa famille, entraîner son fils avec lui dans cette aventure. Ensuite, il a fait Ad Astra en 2019, qui est un film de SF avec Brad Pitt, qui est une sorte de variation sur Apocalypse Now. Tu as quelque chose à dire dessus, Seb ? Non, c'est un film effectivement qui reprend des motifs d'Apocalypse Now, avec un astronaute qui part à la recherche de son père qui a pété les plombs, qui a perdu la tête dans l'espace. Donc on retrouve un peu le même schéma, la même correspondance entre le personnage de Brad Pitt et celui de Tommy Lee Jones, si on le compare à celui de Martin Sheen et de Marlon Brando d'Apocalypse Now. C'est un film plus de studio, mais qu'il a essayé de rendre personnel, et apparemment il n'a pas eu le director's cut. Oui, apparemment ce serait Disney qui, lorsqu'ils ont commencé à rentrer dans les négociations, aurait exigé une voix-over qui n'était pas du tout celle et qui aurait même repris une partie du montage du film, je crois, ce qui n'était pas du tout, évidemment, parce qu'il n'avait pas le final cut, en fait, comme tu l'as dit. Et donc là, il revient 3 ans plus tard avec Armageddon Time, qui reprend un petit peu, qui revient à une forme de chronique urbaine qui ressemble un peu plus à ses premiers films. C'est un film, donc on a beaucoup dit que c'est un film biographique, adapté ou basé sur ses propres souvenirs, et qui raconte... est-ce que ça, tu peux nous faire un petit peu le pitch, le moment que tout le monde attend, le pitch Wikipédia, s'il te plaît. Dans les années 80, le jeune Paul Graff mène une enfance paisible dans le Queens, à New York. Avec Johnny, un camarade mis au banc de la classe à cause de sa couleur de peau, ils font les 400 coups. Paul pense être protégé par sa mère, présidente du conseil des parents d'élèves, et par son grand-père dont il est très proche. Mais à la suite d'un incident, il est envoyé à New Forest School, l'établissement étant en partie administré par Fred Trump, frère du futur président des États-Unis Donald Trump, tout comme une bonne partie du Queens. Voilà, donc c'est un film interprété par Jeremy Strong, qu'on a vu dans la série Succession. On retrouve aussi Anna Hathaway. Le jeune James Gray, donc du coup l'équivalent de James Gray, est interprété par Banks Repeta, et son ami Jonathan est interprété par Jaylin Webb. À noter aussi la présence du grand Anthony Hopkins dans le rôle du grand-père du héros. Donc voilà. Donc c'est un film, dans le résumé, il parle des 400 coups, donc effectivement c'est le film qui reprend les 400 coups de François Truffaut. C'est un film qui reprend en fait la jeunesse de James Gray, avec un personnage d'alter ego donc, qui s'appelle Paul Graff, qui va dans un lycée public et qui noue une amitié avec donc un jeune enfant noir. Et ils font un peu l'école buissonnière, et malheureusement ils vont être séparés, car Paul va être envoyé dans une école privée. Et voilà, donc c'est une chronique familiale. C'est effectivement ouvertement biographique, même si on remarque quand même qu'il y a un changement de nom, ça s'appelle Paul Graff et non James Gray, même si il y a des similitudes. Donc on voit qu'il s'autorise une espèce de licence fictionnelle, licence poétique. Donc ce n'est pas, ce n'est pas stricto sensu l'enfance de James Gray, quoi. Mais il y a beaucoup de points communs. Notamment, tu as évoqué la Little Odessa. C'est dans les mêmes lieux en fait où était tourné Little Odessa. Ouais, c'est dans le Queens, donc à New York. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup été commenté là sur le film, c'est qu'on disait c'est le film le plus personnel de James Gray, et c'est vrai que c'est une affirmation, je sais pas si c'est vraiment le cas, parce que les gens arrivent, c'est assez visible qu'il y a des ponts avec son enfance, mais quand on regarde ses premiers films, il y a énormément d'éléments en fait qui sont repris, et même on peut faire des ponts entre d'autres films. Et c'est vrai que Little Odessa, c'est assez il y a déjà certains motifs qui sont présents, à savoir c'est une famille d'immigrés
ukrainiens qui sont basés à New York. Il y a le sujet, c'est la famille. Il y a un membre de la famille qui tombe malade, donc, ce qui est vraiment le cas dans la vie de James Gray. Sa mère est tombée malade et est morte. Là, il s'agit du grand-père dans ce film-là, mais il y a des choses qui reviennent de film à film, quoi. Donc oui, en fait, les films de James Gray, même les films les moins personnels, ou du moins les moins ouvertement personnels, on va dire avec la dimension la plus commerciale, par exemple, je pense à Ad Astra, évidemment, qu'un réalisateur, il va s'emparer d'un sujet, il va essayer d'y mettre, comme réalisateur ou une réalisatrice un minimum professionnel, on va dire, ou intéressé ou impliqué, va y mettre des choses de lui-même, ou d'elle-même. Et du coup... c'est un peu réducteur de dire quoi. C'est son film peut-être le plus directement autobiographique, mais voilà. Mais tous les films de James Gray ont une composante personnelle et la famille notamment est un thème qu'il explore à chaque film. Donc c'est normal moi je trouve ça un peu on va dire excessif de dire que c'est son film le plus personnel, sachant qu'on a l'impression qu'on pourrait dire la même chose de The Yards par exemple, qui est basé sur une anecdote familiale. Aussi. Donc, il était déjà dans ce film-là dans on va dire une analyse des rapports familiaux par rapport au système. Donc, en tout cas, je trouve que voilà, l'affirmation n'est pas tout à fait juste. Même Two Lovers, je pense que c'est un film qui paraît... Alors voilà, la question peut-être qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on parle de film personnel ou est-ce qu'il y a une histoire d'authenticité qui ressort dans chacun de ces films parce qu'il parle de la famille, parce qu'il parle de sujets très universels et qu'il y a énormément de détails qui ne paraissent pas inventés, mais qui paraissent avoir été vécus. Oui, donc en fait, on pourrait dire que c'est une approche commerciale, en fait, de dire que c'est le film le plus personnel de James Gray. C'est un cinéaste, justement, c'est un auteur, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est autant apprécié en France, c'est qu'il est ouvertement auteur, et c'est pas un cinéaste hollywoodien comme Steven Spielberg qui va faire un peu le mercenaire sur certains films, il va vraiment, lui, être très très proche souvent du matériau dans lequel il vient de se loger dans le film. Donc voilà, c'est... Ça me fait penser à quelque chose, c'est vrai que, bon, peut-être que là, je brûle certaines étapes, mais c'est quelque chose qu'il dit souvent. Il parle souvent que voilà, les films qui l'intéressent, c'est des films qui mélangent la vérité et le spectacle. Quelque chose qu'il répète souvent en interview, même dans le livre de Mincer. Et c'est quelque chose donc, qui tire de films du Nouvel Hollywood, où, par exemple, quand on regarde Le Parrain, on a la même sensation, en fait. On a à la fois un film qui s'inscrit dans un genre, le genre donc, qui va être dans le divertissement, qui donc va fournir un spectacle, et qui va chercher de l'authenticité dans le milieu qu'il dépeint. Qui paraît, oui, on n'est pas uniquement dans une recette qui est réappliquée pour faire un produit, quoi. Et je pense que c'est cette dimension-là qui fait que les gens ont peut-être tendance à dire, c'est le film le plus personnel, même si là, pour le coup, il ne s'inscrit pas dans un genre précis, mais dans un genre, comment dire, comme le SF. C'est le film mémoire un peu. C'est le film mémoire. Après, c'est un genre en tant que tel. Mais c'est un geste qui a déjà été fait plusieurs fois par des cinéastes. C'est drôle que tu cites Le Parrain, ouais, c'est parce que Coppola est un de ses cinéastes de chevet et un des cinéastes peut-être une figure tutélaire pour James Gray, quoi. Et c'est vrai que la famille, du coup, qui est un peu les thèmes centraux du Parrain, voilà, c'est aussi les thèmes centraux de James Gray, quoi. Donc non, c'est très pertinent. Du coup, je te propose qu'on enchaîne sur la question biographique. Du coup, donc le geste cinématographique d'utiliser le cinéma pour explorer sa mémoire et reconstituer ce qui a déjà été. Dans l'interview, notamment, moi, ce que je l'ai entendu dire, c'est qu'il voulait faire un film sur des fantômes. Que c'était toutes les personnes, malheureusement, qu'il évoque, sauf son frère, sont décédées. Il y a vraiment une idée de réanimer un peu les morts, d'où peut-être l'empreinte mélancolique qui habite son cinéma. Mais c'est vrai que alors je vois l'interview dont tu parles, il parle de filmer des fantômes, mais je pense que c'est quelque chose qu'il y a souvent dans son cinéma. Quand, par exemple, tu vois, on a quand même là j'extrapole un peu, mais j'ai la sensation qu'il filme souvent des âmes en peine, des gens qui sont hantés par le poids d'un fatum ou autre chose, tu vois. Par exemple, Léonard dans Two Lovers. Le poids de la fatalité. Le poids de la fatalité, ouais. Dans Two Lovers, c'est un personnage qui porte le monde un petit peu sur ses épaules, quoi.
Et j'ai l'impression qu'il y a cette dimension-là dans à peu près tous ces films, en fait. Alors, en fait, quand tu dis Fatoum, en fait, ouais. Je pense qu'il est assez réaliste dans l'idée que on est tous, notamment avec les aspirations familiales, on est tous plus ou moins conscients de porter quelque chose de la famille sur nos épaules. Et c'est vrai que c'est un des rares cinéastes qui parle de ça, quoi. Le fait d'être conscient de ce qui a été avant nous et des espoirs aussi qui ont été projetés dans notre parcours. Et un personnage, il porte toujours la famille avec lui, ouais. Bon, dans l'interview que j'avais entendue, qui était sur France Inter, il parlait du passé, que c'était le passé qui restait, le poids du passé pour le personnage. Mais c'est une manière superficielle, je trouve, de le dire. Je pense que c'est vraiment aussi le poids familial, l'influence de nos ancêtres, l'influence du milieu social dans lequel on a évolué. Comme tu dis, la culture aussi qui nous ont définis. Et c'est un des rares cinéastes américains qui est aussi conscient ou du moins qui le fait retranscrire avec autant d'acuité dans ses films. C'est vrai, alors c'est pas le cas de son dernier film aussi, c'est peut-être aussi dans ses 3 premiers films, on a un peu une trajectoire de personnages qui vont vers leur destruction émotionnelle, quoi, ou psychique, quoi que ce soit. C'est vrai que dans les 3 premiers films, donc c'est The Yards, le Little Odessa et We on the Night, La Nuit nous appartient. Ouais, même Two Lovers, à un certain point, il y a un peu de ça. Oui. Mais c'est vrai que souvent, en fait, oui, il y a un prix, il y a un deuil au bout du voyage. Il y a un deuil au bout du voyage du personnage, de son récit, du récit qui va l'emporter. Et une prise de conscience d'être déterminé. Que son parcours est déterminé. Et que le libre arbitre s'exprime de manière assez réduite. Mais dans ce film-là, justement, il y a un peu cette forme-là. Sauf que c'est pas aussi terrible et, comment dire, et définitif parce qu'on est dans l'enfance du réalisateur. Mais il y a aussi un deuil qui est fait et qui va le conditionner dans sa vie, en fait. Voilà. Non, mais tout à fait. On peut revenir sur le genre de la chronique. Tu parlais des 400 coups. Oui, donc en fait, c'est vrai que dans le film, en fait, donc là, c'est quelque chose que j'ai entendu parler dans l'interview de France Inter. Il y a le personnage qui va au musée à un moment et qui voit un tableau de Kandinsky et qui passe son temps à le refaire, le tableau. Et notamment quand on lui dit, mais parlez de manière personnelle. Il a des exercices d'art, il faut qu'il fasse un sujet de manière personnelle. Et en fait, non, lui reproduit Kandinsky, il le reproduit avec une certaine aisance. Et en fait, c'est vrai que on peut y voir effectivement le portrait de James Gray qui a pris, je pense, la matrice, le modèle Coppola, un petit peu, enfin, entre autres, mais c'est vrai que le modèle Coppola est assez prégnant dans son travail. Et le refait de film en film. Là, pour le coup, la matrice, c'est peut-être pas Coppola, ce serait plus les 400 coups de Truffaut. Donc c'est un film le premier film de François Truffaut autour de Antoine Doinel qui aura des suites et qui est un film sur l'enfance et aussi inspiré de la jeunesse de François Truffaut. Sauf que le personnage s'appelle Antoine Doinel et pas François Truffaut, mais voilà, c'est une divagation en tout cas sur ses souvenirs à François Truffaut. Donc voilà, donc ce geste-là, donc il le fait, donc James Gray, pour les 400 coups à travers ce film. Et donc il y a un processus d'autofiction un peu aussi qui se met en place. Après, c'est vrai, tu vois, la question d'être original. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché à son cinéma. Ouais. C'est un cinéma de successeur, justement, comme on disait, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans une invention de forme apparente, en tout cas comme un Tarantino. Et encore que Tarantino, est-ce qu'il est dans une invention de forme? Lui aussi, il est dans la digestion. Ouais. Tarantino, au mieux il est dans la digestion. Il fait un peu l'inventaire des formes cinématographiques globales du cinéma mondial, quoi, on va dire, hein, Tarantino. Là, pour le coup, il est plus, c'est vrai, comme tu dis, c'est très juste. On l'a accusé de refaire du sous Coppola ou du sous Lumet. Ouais. Ou voilà, de faire un sous Apocalypse Now ou autre chose. Et même lui, en interview, c'est quelque chose qu'il dit, qu'il a dit, qu'il a la sensation d'être décevant par rapport à ses maîtres, entre guillemets, quoi. Et de ne faire peut-être, avec la question peut-être que pose aussi
sur ce point-là. Le film, qu'est-ce que c'est que faire une œuvre personnelle ? Est-ce que c'est dans la reprise ? Parce qu'on parle souvent, même, c'est quelque chose qu'on a lu, moi je l'ai lu dans beaucoup d'ouvrages sur le cinéma, un bon cinéaste, c'est un bon voleur. C'est quelqu'un qui sait, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas être vu dans les emprunts qu'il fait à d'autres œuvres. Et James Gray, peut-être que voilà, il y a un peu cette dimension-là, mais que c'est peut-être trop. Après, c'est un cinéaste ouvertement cinéphile. Oui, mais comme tous les. Donc, on a fait Paul Thomas Anderson, là, on a fait Licorice Pizza, on a fait Del Toro aussi, qui est un gros cinéphile. Voilà, c'est des cinéastes cinéphiles. Et c'est vrai que James Gray, je crois qu'il. À la fois, je pense qu'il essaie de faire survivre le spectre de ces films-là. Tu vois, c'est pour ça que la notion de spectre dans son cinéma, elle est quand même féconde, je pense. Il y a quand même une révérence à un passé aussi qui n'est plus, donc d'où la mélancolie aussi. Et je pense aussi que c'est le système actuel, le cinéma américain actuel ne permet plus de faire des films comme les films de Coppola des années 70, tout simplement, ou de Lumet ou d'autres grands réalisateurs, Scorsese et compagnie. C'est plus possible, en fait. C'est pour ça que moi, je sais que j'avais été, par exemple, assez déçu par The Immigrant, parce que je m'attendais à une espèce de fresque, La Porte du Paradis, Le Retour, quoi, le film de Michael Cimino. Et en fait, c'est vrai que c'était un film à une échelle beaucoup plus petite. Parce que, aussi, en termes de moyens, il n'avait pas les mêmes il moyens. n'a pas les mêmes moyens du tout, en fait. Et du coup, c'est vrai effectivement, j'avais mentionné cette interview qui était assez belle, assez triste, où il était très conscient des limites de son cinéma et de comment il pouvait... Comment il pouvait faire des films et rester, on va dire, pertinent, et pas être juste une version light de ces films-là par rapport des grands maîtres. Des grands maîtres. Mais je pense qu'aussi, quand tu l'entends parler, James Gray, tu sens que c'est quelqu'un je pense qu'il réfléchit bien et qui est très passionnant à écouter et qui met justement beaucoup de notions d'empathie, la fonction des histoires en avant, en fait. Je pense qu'il aurait vraiment il a sa place absolument dans le cinéma américain et dans le cinéma mondial. Et je sais pas si ce film-là, c'est le film de... Parce que, est-ce qu'il y aura un film de James Gray qui va enfin mettre tout le monde d'accord un jour ? Je sais que la presse française est dithyrambique sur celui-là. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Je sais pas si c'est mon film préféré de James Gray. Je pense que peut-être je garderai Two Lovers en tête. Oui, il n'y a pas en tout cas la sensation que qu'il a réalisé son chef-d'œuvre, justement. C'est-à-dire le film qui condense un petit peu toutes les facettes de son art. Et en même temps, c'est peut-être ça le problème de James Gray, c'est que comme il refait des matrices de chefs-d'œuvre, comment tu refais des chefs-d'œuvre à partir d'une forme prototypique qui a déjà accouché de chefs-d'œuvre. Je sais pas si c'est clair pour le spectateur, pour l'auditeur, mais disons que si on refait un film à la manière d'Apocalypse Now, on va forcément être de suite comparé à Apocalypse Now et ça va être toujours moins bien qu'Apocalypse Now. Et James Gray, là, il fait un peu la même chose en prenant, ok, je vais faire tel film qui ressemble à tel prototype, tel chef-d'œuvre. Et même s'il a beau être excellent, il sera toujours comparé au maître et du coup il sera toujours inférieur. En tout cas, dans le cadre de Ad Astra qui singeait un peu Apocalypse Now, il y a des choses qu'il faut peut-être remettre en perspective. C'est vrai que voilà, on a reproché l'usage d'une voix-over dans le film. Ça, c'était quelque chose qu'il ne voulait pas. Parce que dans Apocalypse Now, il y a une voix-over. Et dans Ad Astra, il y a une voix-over aussi. Ça, peut-être, c'est Disney qui a forcé C'est Disney qui aurait forcé le mais même de singer Apocalypse Now. Peut-être, ouais. De encore plus être ouvertement collé au modèle, quoi. Ouais. Mais non, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, et comme on a dit dans le précédent podcast sur Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, c'est un cinéaste aussi qui du coup là il fait un film sur les années 80, alors on va y revenir tout à l'heure là, mais c'est pas un film aussi dans le présent, c'est un film après lui c'est un cinéaste mélancolique, donc peut-être que ça se justifie d'autant plus, mais encore une fois on n'est pas dans les années présentes, et c'est vrai qu'en même temps c'est un cinéma tellement cinéphile, je le vois pas forcément faire un film contemporain lui. Il a plus de mal, il a fait le futur, mais Ad Astra ça lui permettait d'être dans le mythe, justement dans Apocalypse Now et compagnie, mais je sais pas. Two Lovers et The Yard, c'était censé être... Alors The Yard c'était je crois censé être un film contemporain, mais peut-être que je me trompe, et Two Lovers il me semble était un film qui était censé se passer
même si en effet on n'avait pas un emploi, en tout cas des technologies comme le Mais peut-être, c'est portable. peut-être pour ça que j'ai préféré Two Lovers, quoi, au final, parce qu'il n'a pas vraiment de maître. Enfin, Alors, il y a quand même l'influence d'Hitchcock sur certains Two points. Lovers. Dans Two Lovers, Ah oui, il y a bien des sûr. citations en tout cas. Ah non, mais bien sûr qu'il y a toujours, son amour cinéphile qui est dans chaque plan. Mais disons qu'il est moins, je trouve, inféodé directement à une grande œuvre. Le film de Visconti est chouette, mais au final, je sais pas si je préfère pas Two Lovers quand même. Ouais. Voilà, parce que pour le coup, peut-être le sujet n'avait pas été porté à ce point, à ce niveau de qualité, quoi. Bon. En tout cas, j'en profite du coup pour faire une transition, pour revenir sur les années 80, parce que ce film-là, donc Armageddon Time, parle des années 80, qui est une décennie qui est très 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 représentée à l'heure actuelle dans la culture populaire, à travers des séries comme Stranger Things par exemple, et là qui a une couleur qu'on lui voit rarement, notamment un regard justement assez désabusé et politique. C'est intéressant aussi parce que dans les années 80 pour les cinéphiles, c'est aussi la fin du Nouveau Hollywood. Et c'est aussi le début des films du règne plus violent des blockbusters et de la fin du cinéma, du grand cinéma d'auteur hollywoodien, quoi, à gros budget, quoi. Donc là on a une vision assez désenchantée des années 80 et je trouve que c'est très très pertinent de combattre l'imaginaire actuel qui va complètement idéaliser les années 80. Et d'ailleurs le titre du film, donc, c'est Armageddon Time, donc on comprend que c'est le début des temps apocalyptiques qui sont encore les nôtres, et c'est les années 80, et notamment on voit dans le récit l'élection de Ronald Reagan en toile de fond. En effet, et de manière plus présente dans le récit, l'emprise de Donald Trump, enfin La famille Trump. La famille Trump qui est déjà mis en avant, puisque le lycée privé dans lequel il va se retrouver est administré par Fred Trump, le père de Donald. Le cinéma est une maladie. Le seul antidote au cinéma est le cinéma. Frank Capra. Moi, il y a un truc aussi que je trouve, qu'on retrouve dans son cinéma et qui est très visible dans ce film-là, c'est toute l'ambiguïté. C'est quelqu'un qui, je trouve aussi, là où il est très fort, c'est que ces personnages, ils travaillent leur conflit interne de manière à ce que tu sois constamment dans une empathie avec eux. Et c'est quelque chose qui fait qu'aucun personnage n'est jamais entièrement positif ou négatif. Même par exemple, là ici, on pourrait parler du personnage d'Anthony Hopkins, qui est un peu ce grand-père adoré, qui est au final, qui est peut-être le personnage qui est le plus mis en valeur dans le film, mais qui malgré tout est la personne qui va le demander à ses parents de le transférer, parce que transférer dans une école publique. Une école privée. De passer d'une école publique à privée, parce que l'enseignement n'est plus au niveau. Et puis il y a un petit fond raciste qui commence à s'exprimer, puisque je sais pas si c'est lui directement. C'est lui, mais c'est la grand-mère aussi, c'est sa femme qui s'exprime aussi sur ce point-là. Et dans l'interview qu'on a entendue, James Gray il parle de dissonance cognitive, parce que c'est vrai qu'à un moment, donc le grand-père, du coup aussi sûrement missionné par les parents, dit qu'il va financer même le fait que c'est lui qui finance l'école privée de son petit-fils. Et lui dire de rester dans le troupeau, de faire ce qu'on te dit, et justement de se fondre dans la masse. Et après, il va dans la fameuse scène qui est relevée dans le film, la scène du décollage de la fusée, il va dire il faut que tu peux pas laisser passer quand il y a des gens qui se font maltraiter à cause de leurs origines. Et donc c'est vrai qu'il, comme tu dis, il est ambigu. Il est à la fois, ça reste un personnage cohérent, mais on sent qu'il est travaillé aussi par des pulsions contradictoires. Et c'est vrai que ce trait-là, effectivement, doit participer à la difficulté de la réception de James Gray, parce que notamment on parlait la dernière fois de La Nuit nous appartient. Donc du coup qui est un film, donc ça reprend l'intrigue de Henri IV de Shakespeare, c'est ça ? Ouais, plus ou moins, ouais. Et du coup un fils prodigue du coup qui revient dans le giron de sa famille. Sa famille est donc une famille de flics, et il se retrouve pris entre deux feux. Il va devenir flic comme son père, pour arriver. Mais du coup c'est un film justement qui fait pas du tout l'apologie de la. Quand on regarde le film, il ne fait pas l'apologie de la police, mais c'est vrai que dans le trajet du personnage, il est ambigu. Et le réalisateur, je pense aussi, utilise plutôt les formes cinématographiques, sa tonalité, pour exprimer son avis, plutôt que de le faire dire scénaristiquement, en fait, ce qu'il pense. Le scénario, et ça, c'est vrai que je trouve que c'est dommage, parce que c'est
une manière de faire des films qui se perd un peu. C'est-à-dire que tout passe parfois par le scénario. On va expliciter par des points dramaturgiques l'avis, comment dire, l'opinion du réalisateur ou de l'auteur, même du auteur du scénario. Alors que effectivement, on peut passer aussi par la forme cinématographique pour le faire. Mais c'est vrai que ça demande une attention peut-être plus grande et ça renvoie aussi un peu plus au spectateur de déterminer ce que lui pense. Exactement. Je pense que c'est une liberté et du coup ça va avec ton idée d'ambiguïté. C'est vraiment ça. Là on a un cas dans Armageddon Time avec le personnage de Jeremy Strong qui est aussi un personnage ambigu. C'est vrai que voilà, c'est quelque chose, on peut atteindre un petit peu peut-être le point de vue du réalisateur qui ne cherche pas à asséner en analysant en fait ce qu'il y a à l'écran, mais il n'est pas édicté. Il n'est pas dit de qu'est-ce qu'on doit penser de ce personnage-là. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est quelque chose d'assez notable et au final qui me plaît. En tout cas, c'est de laisser poser la question au spectateur sur son ressenti à lui. C'est vraiment une histoire de ressenti sur la perception des personnages. Et ça, moi, je trouve ça admirable, en tout cas, sur certains points. Oui, et puis, je sais plus, je crois que c'est dans les approches un petit peu, je veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est Dostoïevski, c'est l'idée d'arriver à peindre l'objet, en fait, que tu veux représenter de la manière la plus complexe possible. D'où l'ambiguïté, d'où la nuance et d'où la complexité, quoi. Et tu vas pas faire un film publicitaire où tu vas simplifier le message. À la fin, il faut que le spectateur pense ça. Tu essaies de dépeindre ton sujet de la manière complexe pour donner une matière à réflexion au spectateur qui puisse se positionner dessus. Et en plus, je pense que Gray est un fan de Dostoïevski, donc la méthode dostoïevskienne, parce que Dostoïevski, donc l'écrivain russe, quand il fait dans ses meilleurs romans, il y a l'idée d'avoir des protagonistes qui ont des options politiques ou idéologiques différentes, et ils vont s'affronter, et tous les personnages vont vraiment être travaillés de telle sorte que l'auteur, qui était un catholique convaincu, va créer un personnage d'athée et à la fin d'avoir décrit son personnage, il va dire oui, je crains que l'athée ait raison, tellement il aura bien écrit les arguments de l'athée. Donc voilà, donc c'est vraiment, je pense, une des doctrines un peu du cinéma de James Gray. Et pour revenir sur le personnage du père, dans le film, il y a une séquence assez terrible où il bat son fils. Et je pense dans peut-être d'autres cinéastes auraient eu on aurait catalogué ce personnage comme un enfoiré en fait jusqu'à la fin du récit. Et quelque chose que je trouve qui est bien dans le récit, dans le film, c'est qu'il nous ramène en fait au conflit que le père a, c'est-à-dire tous ses doutes. C'est un personnage qui est vraiment fragile sur les choix qu'il fait, qui doute énormément et qui est pas sûr de faire les bons choix. Ça ne justifie pas du tout ce qu'il fait subir à son fils, mais on n'est pas on le catalogue pas comme juste. Ça reste un être humain, un mauvais père peut-être, je pense, mais en tout cas quelqu'un qui est pas unique, qui a quand même une volonté justement de soigner l'éducation de son enfant d'une manière peut-être un peu violente et sur certains points très contestable, très contestable, mais qu'on peut pas enlever au personnage à ses motivations profondes en fait. En tout cas, cette manière de faire, de pas édicter concrètement ce qu'il y a à penser et de aussi faire permettre l'empathie, même avec des choses moins défendables, ça peut lui causer des problèmes, je pense, en réception critique. Parce que je trouve aussi qu'on est une époque où il faut vite... il peut y avoir un peu, parfois, des films qui sont très évidents, en fait, qui font du prêt-à-penser un petit peu. Voilà, on est dans des indignations faciles, on va aller voir un film sur un sujet, sur la misère de je ne sais pas quoi, et le film va dire la misère c'est pas bien, ben oui, le racisme c'est pas bien, ben oui, voilà. Bon, le film il a un sujet, je sais que j'avais vu aussi une critique là sur Sens Critique sur ce film-là qui disait que le film c'était sur le racisme, le sujet, c'est pas le racisme le sujet, voilà, parce que justement le racisme, c'est pour dire le racisme c'est pas bien, je pense que c'est pas très pertinent à l'heure actuelle, enfin peut-être si, faut continuer de le dire, mais pour le coup, il est beaucoup plus intéressant. Et on verra après peut-être sur le thème du film. On est dans un cinéma qui essaie de penser et un cinéma qui essaie d'être à l'empathie aussi avec les personnages et du coup de permettre au spectateur de penser. Pour répondre à ce que tu dis, c'est pas un cinéaste de la dénonciation facile. C'est quelqu'un qui va analyser les causes et qui va appuyer peut-être parfois là où ça fait mal, même si ça, en tout cas et clairement là dans le film, il le fait, même si ça renvoie à des points aveugles, lui-même en tout cas, je pense, il les a intégrés. Ses propres points aveugles dans ses films. Et je pense que c'est le rôle d'un artiste de faire ce genre de choses, quoi. Et c'est intéressant parce que dans l'évolution de son cinéma,
Et je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Dans l'évolution de son cinéma, en fait, quand tu compares le personnage du père tel qu'il est représenté dans Armageddon Time et tel qu'il est représenté dans Little Odessa, on voit vraiment une évolution, on voit vraiment une complexité qui est là. Et même au niveau de sa manière de filmer, je le trouve de plus en plus discret, de plus en plus évident et simple. C'est pas un défaut quand je dis ça, mais c'est vrai que c'est pas un cinéma de la caméra qui est ostensiblement visible. Alors, au point extrême peut-être du spectre, on pourrait dire Spielberg, qui est un cinéaste que j'adore. Hein. Voilà, mais Spielberg, c'est vraiment la caméra, c'est le sujet presque de ses films, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une aisance, une virtuosité à raconter des histoires à travers la caméra. Là, la caméra s'efface un petit peu devant les acteurs aussi beaucoup. Ouais. Pour permettre de vraiment être sur la représentation du sujet, quoi. Ouais. Le sujet le plus important, c'est pas tant ma virtuosité ou ma manière de filmer. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Si, je suis en tout cas sur ce film, je suis d'accord. Je sais pas, tu vois, alors par rapport au personnage de Maximilian Schell, c'est vrai. Dans Little Odessa. On revient dans Little Odessa. C'est vrai que il y avait quand même un petit peu l'ambiguïté qui était présente, puisqu'on avait accès à quelques-uns de ses doutes sur le fait de faire. Oui, toujours. Il y a toujours quelque chose. Mais c'est vrai que le personnage est peut-être moins sur un spectre négatif, en tout cas que parce que bon, aussi le genre est moins présent. Dans Little Odessa, on avait des histoires de meurtre. Là, on revient à un film à plus petite échelle. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'il ait choisi aussi de faire quelque chose de moins envolé qui est, en termes de mise en scène. Il y a quelques plans qui reviennent et quelques moments, quand même, je trouve, qui sont des vrais moments de cinéma. Enfin, je dis ça, c'est un cliché de dire ça. En tout cas, des vrais moments où il y a de la cinégénie qui se manifeste à l'écran. Mais, comme tu dis, elle est plus discrète. Elle est pas dans les pattes, en tout cas. Non. Qui aurait pu avoir peut-être plus un truc. Enfin, il n'était pas dans les pattes, mais en tout cas, que sa mise en scène, comme tu dis, était plus ostentatoire dans ses précédents films. Je trouve que le film, sur comment il dépeint les relations familiales, il y a énormément de choses dans lesquelles moi j'ai pu me retrouver. Et je pense aussi que c'est une des grandes qualités de son cinéma. C'est que c'est un cinéma qui vise à l'universalité, sur des thèmes très universels, et qu'il touche parfois très juste dans des représentations, quoi, de ce qui fait de la famille Oui, tout à fait, ouais. Ce que je peux rebondir un petit peu, c'est sur donc l'idée que c'est un cinéaste du coup qui parle de l'émergence un petit peu de sa jeunesse, en fait, de l'émergence de son début d'apprécier les arts et compagnie. Il n'est pas complaisant du tout avec son protagoniste. Et c'est un peu notable. C'est-à-dire qu'un biopic classique ou un film qui raconterait l'initiation à l'art ou quoi, il en ferait une espèce de truc autour de l'éveil d'un individu exceptionnel ou quoi. Là, vraiment, il se dépeint comme un sale gosse parfois, qui a des réactions très immatures, qui est un peu à côté de ses pompes. Il n'est pas à son avantage. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué en le regardant. Et parce que le sujet, en fait, du film, c'est pas tant, comment il va devenir James Gray. C'est à quel prix, quel est le prix, en fait, pour qu'il soit devenu James Gray, en fait. C'est ça un peu le sujet du film. Et si tu veux, je sais pas si c'est maintenant qu'on va lâcher la bombe, mais le sujet, le thème central du film, c'est le privilège blanc. Tout à fait. Et du coup, à travers l'histoire de son rapport avec son ami, du coup Jonathan, qui lui n'a pas de famille pour le soutenir, qui vit avec sa grand-mère, qui est déjà dans un état de fragilité qui fait qu'elle a du mal aussi à à s'occuper, à gérer le quotidien de son petit-fils. Tout le film, en fait, dirige son protagoniste vers cette prise de conscience, en fait, du prix pour que lui réussisse. Il y en a avoir combien qui vont échouer et il n'a pas de mérite, en fait. Et c'est aussi des aspects très politiques du film. C'est montrer comment, en fait, notamment dans ces classes-là, notamment quand il intègre l'école privée qui est administrée par la famille Trump, les mérites sont naturalisés, en fait. On va leur faire un discours sur le mérite, mais on sait très bien qu'ils sont dans cette école parce que papy, mamie ont foutu des sous pour pouvoir les mettre. Voilà.
mais on va leur dire oui, vous avez sué pour arriver là, vous allez devoir vous battre dans la vie et tout ça. On revient vers l'idéologie de la méritocratie, quoi, le grand mythe de vous y arriverez par la force de vos points. Et c'est pas du tout votre. C'est pas vrai du coup. Voilà, votre. Et ce qui est du coup le cinéma de James Gray du coup est presque marxiste dans cette approche-là, c'est-à-dire il est conscient de la lutte des classes, quoi, des différentes classes sociales, de comment en fait elles coexistent et que les porosités ne sont pas si énormes en fait entre elles. Et voilà, et du coup, donc, la famille de James Gray fait plutôt partie d'une famille pauvre qui s'est un peu qui commence à atteindre la middle class. Voilà, qui va atteindre possiblement la middle class. Mais mais voilà, mais du coup, ils mettent tous leurs espoirs sur ce fils-là pour essayer d'aller plus loin, quoi. Voilà, c'est rare d'avoir un cinéaste américain, en tout cas, qui est aussi conscient du rêve, enfin voilà, qui n'achète pas non plus le rêve américain, tel qu'il est, mais qui aussi conscient du coup de la structure, des structures, des déterminismes sociaux, des injustices à ce niveau-là, quoi. Parce qu'il n'y a absolument rien de juste, en tout cas. Tout à fait. Et c'est quelque chose, qu'il y avait déjà dans The Yards. Je trouve, en tout cas, c'était un des sujets, la structure, la superstructure, et comment le personnage qui était joué par Mark Wahlberg n'arriverait pas à s'émanciper, à sortir de l'état de pseudo-misère dont il était avec sa mère, et qui ne pourrait pas s'élever socialement. Voilà. Il n'y a pas d'élévation sociale pour un type comme lui, quoi. Mais c'est vrai, voilà, il y a aussi, comme tu dis, la conscience de classe, et peut-être aussi l'importance de certains choix, de comment... de qu'est-ce qu'on décide de faire et quel impact ça a, en fait. Ça a beau l'air être un petit choix. C'est un choix qui peut avoir une... Tu parles de quel choix ? De le mettre en école privée ? Le mettre en école privée, oui, ou même la manière de lui, de son rapport à comment il se positionne par rapport à son ami, en fait. Oui, tout à fait. Bah oui, là aussi, voilà, c'est vrai qu'il y a une tension, en tout cas, parce que certes, il va l'être à l'école privée ou quoi, mais presque il devient alors c'est une notion, je sais plus le nom de la philosophe qu'il avait ou la sociologue qu'il avait explicité, c'est l'idée de transfuge de classe, quoi. C'est l'idée il existe, hein, donc avec l'idéal méritocratique qui est sans cesse répété par l'école républicaine française, qui est vraiment à remettre en question, hein, mais l'idée qu'en fait parfois oui, il y aura forcément des gens qui vont changer de classe sociale et qui vont être aussi même la publicité vivante pour le système méritocratique. Mais globalement, dans les statistiques et dans les générations, c'est des exceptions en fait plus. Donc oui, le white privilege, c'est une thématique que j'ai jamais vue, j'ai pas trop vu ailleurs. Tu as vu des films en tête Non, parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel en fait... Donc le privilège blanc, on le fait à l'anglaise, voilà, mais... qui est un concept plus récent, politique. Voilà. L'idée que en fait, les blancs sont favorisés dans le système actuel, occidental, voilà. Et que, alors ça, certaines personnes vont parler de racisme anti-blanc ou quoi, alors que, en fait, c'est un renversement de valeur. Le racisme, en fait, ça ne peut que s'opérer sur des minorités, hein, les blancs étant majoritaires. En fait, il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc, hein. Donc voilà, et là, ce que le film montre, c'est vraiment justement... comment en fait la structure dominante maintient quelque part même pour en tout cas reproduit les inégalités. Les inégalités, c'est quelque chose, par exemple, un truc qui est assez marquant, c'est quand t'as le professeur Turkey Tub là, qui arrête pas de s'acharner sur le jeune Jonathan, le jeune Jonathan, en lui disant, en fait, le héros, le personnage donc qui est censé être le James Gray, fait une connerie dans le dos de son professeur. Les deux, Jonathan et lui, sont au tableau, et le prof dit, ouais, j'ai des yeux derrière la tête, parce qu'il y a une réaction de la classe, je vois ce que vous faites, Jonathan, alors que ce n'est pas lui. Et donc en effet, là c'est vraiment le truc du privilège qui est à l'œuvre, quoi. Mais généralement, j'ai l'impression qu'on a tendance plus à parler justement du racisme, plutôt que d'être dans cette posture analyse systémique. D'analyse, et même de se dire, ok, moi j'ai un privilège en tant que personne, en fait. Et d'en avoir fait le sujet, en effet, c'est pas quelque chose de très courant. La question de la fin du film aussi, je pense, il donne un petit peu une forme de réponse à justement qu'est-ce qu'on est censé faire. Voilà, puisque maintenant qu'on prend conscience des inégalités, du fait que le système n'est pas juste,
quelle position faut-il prendre par rapport à ce système et aux gens qui le tiennent en main. Comment tu la comprends, toi, cette scène finale? Donc c'est une scène où il se retrouve en train d'écouter le discours de Fred Trump dans une espèce de gala pour Thanksgiving, je crois. Ouais. Voilà, une espèce de fête de l'école. Il y a un gros plan très serré sur le visage du protagoniste qui a des espèces de fragments de souvenirs, on va dire, où on le voit comme si la caméra était subjective et s'éloignait en travelling de chaque moment, de chaque lieu important de son enfance. De son enfance et à la fin il écoute plus le discours et il sort. Il s'en va, ouais. Il s'en va. Bah, il y a un peu l'idée de, comme on en discutait, il faut se barrer, quoi. Faut sortir. Toi, tu disais en sortant du film, il faut faire l'école buissonnière. Mais je pense que c'est un truc que lui, il a vu, qu'il a su appliquer parce qu'il a, dans son parcours personnel, lui, a se frité beaucoup de fois à des gens qui avaient le droit de vie, entre guillemets, ou de mort sur ces films. Notamment le fameux Harvey Weinstein, qui a eu pas mal d'impact sur sa carrière après The Yards. Et ouais, il y a un peu cette idée faut essayer de tenir son sillon et de se battre pour ce qu'on pense est juste, même si ça nous exclut peut-être du système. Mais je pense que oui, effectivement, il est pas à plaindre, hein, Monsieur Gray. Il arrive à faire des films, voilà. Mais c'est vrai qu'il a payé peut-être un peu le tribut aussi d'être à la marge, en tout cas, et de faire des films aussi conscient, aussi presque marxiste, quoi. Chaque film un petit peu est sur ce thème-là, de toute façon. À quel point on ne peut pas échapper au déterminisme. Il ne croit pas forcément au libre arbitre. Là. En tout cas, il est très réduit, quoi. Si on peut revenir un peu sur la fabrication, sur le film en lui-même, comment il est tourné. Alors on disait qu'il n'y avait pas d'effet des pattes. Donc moi c'est vrai que j'avais tendance à penser que c'était un film un peu qui était tourné sur les acteurs, qui avait aussi sûrement une place, je pense, assez nette dans sa mise en scène. Je suppose qu'il travaille avec eux même pour déterminer la... Alors, moi, de ce que j'ai lu, c'est pas quelqu'un qui fait énormément de répétitions, il aime pas ça. Lui, ce qu'il aime bien, c'est travailler, garder les accidents, en fait. C'est quelque chose qu'il faisait beaucoup sur ses premiers films et qui faisait apparemment moins à partir de We on the Night. Parce que, voilà, c'est vrai que quand tu tournes avec un acteur, des fois, il y a des choses qui sont pas encore bien calées sur une répète. Et parfois, ce qui est fait, c'est pas extrêmement judicieux. Et parfois, il y a un apport qui est... Et même, c'est comment tu intègres l'imprévu dans le découpage. C'est-à-dire qu'auparavant, il disait, je faisais beaucoup de storyboard et tout ça. Mais on se rend vite compte, et ça, c'est quelque chose qu'on peut attester aussi, quand on arrive sur un nouveau lieu, ton storyboard, tu peux le jeter à la poubelle parce que rien n'est comme tu l'avais imaginé. Donc, il faut se réadapter aux conditions de tournage. Et savoir regarder ce qui est là devant soi. Et ce que les acteurs et ce que l'équipe technique va te proposer aussi. Bon, je pense qu'il a quand même un découpage en tête, mais qu'il faut être capable d'être flexible sur son découpage. On n'est pas, lui en tout cas, il n'a pas le système des studios derrière lui, donc il ne peut pas faire exactement ce qu'il veut et produire l'image qu'il veut. Donc c'est vrai que oui, je pense que... J'avais entendu là que sur ce film-là, il avait tourné le film en Alexa 65. C'est une caméra digitale qui a un très très grand capteur qui lui a permis en fait de doubler, en gros de réduire les coûts le nombre de jours, parce que ça lui permettait de recadrer numériquement et de faire des gros plans là où il aurait fait en plusieurs prises, en changeant l'objectif. De zoomer dans l'image du coup pour faire des plans serrés, quoi. Et ça permettait de gagner du temps. C'est pour ça qu'il a tourné comme ça. Et c'est vrai que le film, quand tu regardes le film, en plus il y a un peu de grain ou quoi, on pourrait croire que c'est tourné en pellicule. C'est Darius Khondji qui a fait la photo. Mais voilà, ils ont fait cette option là parce qu'ils ont pas parce que c'est un film, je pense, avec une économie finalement assez petite, même s'il y a des gros acteurs. Bon, après le plus gros étant un peu Anthony Hopkins. Voilà, mais c'est un film qui, à mon avis, qui est par rapport à des budgets actuels, qui est pas dans le haut du panier, quoi. Pour le cinéma américain, voilà, bien sûr, tout est relativisé par rapport au système dans lequel on est. Voilà. Ouais. Tout à fait. Mais oui, pour en revenir sur les acteurs, oui, je pense que voilà, il est dans une recherche, encore une fois aussi, d'une forme de spontanéité dans leur jeu, quoi. Et de garder à la fois d'avoir un personnage qui est très très écrit, je pense. Mais de qu'est-ce que va apporter l'acteur sur un niveau de l'interprétation, quoi.
Et justement, si on peut s'attarder sur quelques séquences qui t'ont marqué dans ce film, est-ce qu'il y en a sur lesquelles tu voudrais revenir? Alors, il y a la fameuse scène avec le père quand ils sont dans la voiture, je pense. Après, c'est pas des moments, encore une fois, de bravoure comme on pouvait avoir de mise en scène comme We on the Night, où on avait la fameuse séquence de sous la pluie avec la voiture. Qui dit lui-même qu'elle a été horrible à tourner parce qu'il n'était pas intéressé par tourner des séquences d'action. En fait, souvent, on fait des très gros plans sans acteurs, en fait, et où c'est que des inserts, en fait, qui durent une demi-seconde à l'écran. Et lui, ce qui l'intéresse, je pense, son plaisir, et ce qui lui permet même de continuer à filmer, c'est les acteurs, quoi, je pense. C'est là où il arrive à regarder les plans parce qu'il y a quelqu'un dont il n'a pas tout à fait le contrôle, qui lui offre des choses. Donc ouais, moi cette séquence-là, et encore une fois, ça rejoint, je pense, c'est un film qui fait pas dans les pattes, mais où il y a des vrais moments. En fait, c'est surprenant par, je dirais, par je vais employer des mots un peu, l'humanité qui s'en dégage. Mais ça rejoint tout ce que j'ai dit dans le premier, le discours du père qui lui explique que bon là, il devrait se faire coffrer parce qu'il vient. En fait, dans le scénario, il a tenté de voler avec son copain un ordinateur pour pouvoir s'acheter un voyage en Californie pour qu'ils aient tous les deux la carrière dont ils rêvent. Et ils vont se faire chauffer par les flics, et le père va venir le chercher. On s'attend évidemment à ce moment du récit, puisqu'on a déjà vu que le père le batte, mais il ne le fait pas. Il est subjugué parce qu'il se rend compte qu'il connaissait le policier, et comme il avait changé gratuitement le chauffe-eau il y a l'an passé, en fait, le fils n'aura pas de conséquences à son arrestation, en fait. Ouais. Donc c'est vraiment de la pure chance, voilà. Et toi, du coup, Seb, est-ce qu'il y a une séquence qui t'a un peu marqué Ah, il y en a plusieurs, peut-être. C'est vrai qu'il y a une séquence un petit peu fellinienne, là, qui m'a fait beaucoup penser à Amarcord de Fellini, qui est aussi un film qui est construit sur le motif du souvenir, des souvenirs du cinéaste, de Fellini, qui est structuré autour de plein de sketchs qui revient sur l'Italie, donc d'avant-guerre, même pendant la montée de Mussolini au pouvoir, quoi. L'accession de Mussolini au pouvoir. Et c'est la séquence du musée, là, où il va justement voir le tableau de Kandinsky. C'est un peu drôle, c'est vraiment une des rares incursions de l'humour. Je trouvais ça assez frais, assez étrange pour du James Gray finalement, quand il dit je sais plus, il fantasme en fait, mais c'est pour ça que c'est Fellini, tu vois, c'est le suite dans le fantasme. Il fantasme qu'il est reconnu comme un grand artiste parce qu'il il a fait son dessin de super-héros, voilà, et il est admiré par sa prof, par la guide du musée ou quoi. Ça, c'est une séquence qui je trouve amusante. Une autre séquence, la séquence que tout le monde reparle à chaque fois, c'est la séquence du lancer de la fusée avec Anthony Hopkins, qui est une séquence qui a beaucoup de poids parce qu'on sait que le grand-père est malade, et c'est peut-être une des dernières fois où il a un échange signifiant avec le protagoniste, et c'est une séquence où justement il lui dit faut être mensch, faut ne pas laisser passer le racisme quand tu le vois, tu n'as pas le droit de te taire. Et c'est une séquence très belle et très simple, en fait. Et c'est vrai que, tu vois, je réfléchissais même à son dispositif. Il y a un petit côté Ozu un peu dans cette séquence. Je sais pas si c'est thématiquement aussi, parce que donc Ozu, le réalisateur japonais, Yasujiro Ozu, qui fait des films aussi, des drames familiaux, structurés autour de séparation entre un père ou une fille, ou une mère et une fille, ou des deuils avec la mort de, je sais pas moi, bref, c'est souvent des histoires de séparation. Et c'est totalement Ozu, en fait, cette séquence, quoi. Et elle est très simple. Au moment, il y a un très beau plan où, au premier plan, il y a justement Anthony Hopkins qui est assis sur le banc, et dans la profondeur, le personnage de Paul Graff, du coup, le protagoniste, qui va essayer de récupérer sa fusée qui s'est envolée. Voilà, et le grand-père regarde la fusée qui s'envole. C'est une scène aussi qui est assez belle aussi, parce qu'elle est redoublée, parce qu'il y a quelqu'un il y a la mère qui regarde cette scène-là, quoi, dans la voiture. Et c'est une séquence émouvante parce qu'en général, l'émotion, en fait, elle naît souvent de notre incapacité à agir face à l'adversité, en fait. C'est-à-dire que les choses sont comme elles sont, mais les gens y font face, quoi. Et c'est là, on peut pas... ils ne peuvent qu'accepter ce qui se passe, quoi. Tu parlais d'Amarcord là il y a quelques temps, et c'est vrai que je me suis dit, ouais, généralement ce genre de film, c'est des films qui sont pas uniquement, juste pour le cinéaste, un moyen de revenir à la source, à ce qui a motivé peut-être son désir de faire de l'art, et c'est quelque chose qui est présent dans ce cinéma-là, enfin dans ce film-là, mais aussi une manière, de poétiser par le biais du film
ses propres souvenirs en fait. Et donc d'exprimer j'ai envie de dire le style, c'est-à-dire de redigérer, de régurgiter les souvenirs par la forme du cinéma en fait. Et c'est drôle parce que voilà, pour cet exemple-là, alors peut-être que c'est parce qu'il avait fondamentalement déjà fait quelque part avec Little Odessa, mais il avait peut-être fait trop tôt aussi. Là, il est beaucoup plus âgé, mais voilà, on n'est pas... Amarcord, c'est un film qui ressemble à un film, je dis une platitude, mais à un film de Fellini, qui pousse certaines Ouais, de ses... on reconnaît le style Fellini. Voilà, Ouais. et il pousse certaines de ses obsessions dans le film. Et là, justement, James Gray, il a une approche vraiment, on l'a déjà dit, très minimaliste. Et je trouvais ça intéressant qu'il ait choisi qu'il n'ait pas choisi de transfigurer ses souvenirs par son style, entre guillemets. Et vraiment, je dirais pas qu'il a choisi une approche neutre, parce que ça ne veut rien dire, mais qu'il a choisi d'être sobre. Mais je crois que ça va avec l'idée de préserver le souvenir, en fait. Je pense que c'est pas tout à fait le même geste, effectivement, chez Fellini. Fellini, c'est un bon exemple, quoi, parce que Fellini, il va pas mettre il va intégrer la fiction et le fantasme dans la vie, en fait. Il va intégrer ses névroses dans son rapport à ses souvenirs. Il va les transformer, il va accepter qu'ils ne sont pas reconstituables sans qu'ils soient affectés par sa personnalité. Alors que James Gray, peut-être qu'il est dans une approche un peu plus naturaliste, un peu plus à chercher à reconstituer précisément comment ça s'est passé. Il est un peu moins vers le dedans, même plus vers le dehors, un peu plus à essayer de comprendre pourquoi sa mère s'est comportée comme ça, pourquoi son père s'est comporté comme ça, son grand-père... Alors que Fellini, ça serait plutôt... qu'est-ce que j'ai senti, en fait? Qu'est-ce que j'ai ressenti en tant que personne? Voilà. Et ces deux approches, en fait, mais qui sont pas qui se valent, hein. Je ne dis pas qu'il y en a une meilleure que l'autre, t'es peut-être pas d'accord. Après, je sais pas, ouais, il y a quelques passages, tu vois, où j'ai senti malgré tout, notamment quelques plans quand sa mère vient lui dire bonne nuit, où on est vraiment dans l'intérieur, le souvenir, tu vois. Ce plan presque subjectif où on voit qu'elle referme la porte et ça devient une silhouette. Et aussi la séquence du comment ça s'appelle, où le grand-père est à l'hôpital et est en train de mourir. Où il y a une approche où j'ai eu la sensation d'être présent mais bon, c'est vrai que c'est pas nécessairement incompatible avec ce que tu dis. Non, bien sûr, je parle, en fait, c'est une question de gradation, hein. C'est-à-dire que il y a aussi la reconstitution chez Fellini, en fait. Il y a aussi un souci de reconstitution. C'est juste, c'est des potards ou c'est des curseurs, en fait, dans leur approche qui sont placés à différents endroits. Donc voilà, il y a un peu des deux dans les deux. Voilà, mais je dirais que James Gray quand même va plus vers le vérisme, quoi. C'est pas un mouvement à laquelle il se référait. Le vérisme, c'est un mouvement musical qui est inspiré par les écrits de Zola. Mais Zola, de toute façon, voilà. Zola étant un auteur qui justement essaie de, je pense, de reconstituer un petit peu les différentes classes sociales et compagnie, bien sûr. Voilà, donc il y a quand même un rapport au réel qui n'est pas le même. Voilà. Je pensais aussi à Quelle était Verte ma vallée de John Ford. C'est vrai que c'est une très bonne référence, Quelle était Verte ma vallée de John Ford. On oublie, mais ouais, c'est totalement un film. Je pense que. Alors après, je sais pas à quel point. Il y a des souvenirs de John Ford, mais il s'exprime à travers une autre histoire que la sienne, à travers le studio. Voilà, donc effectivement, c'est une très bonne référence. Et c'est un film très émouvant. Bon, c'est un film superbe, hein, qu'on a revu là. Bon. Le dernier aspect qu'on pourrait essayer c'est la question de la signature. Avec notamment le titre du film, lorsqu'il apparaît, qui apparaît comme un graphe, en fait. Mais un graphe dans le ciel. Un graphe dans le ciel, ouais. Donc c'est même pas un graphe qui aurait été... un graffiti qui aurait été fait dans un tunnel. Ce serait un graphe... Donc il y a l'idée d'écrire écriture urbaine un petit peu. Ça évoque la culture hip-hop aussi. Ouais. Et donc ça évoque aussi finalement le personnage de son ami, là, Jonathan Davis, qui s'appelle comme le chanteur de Korn. Je n'ai rien à voir, mais c'est pas grave. Du Korn. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a une réplique du personnage de Anthony Hopkins, moi, qui m'a frappé, c'est il faut signer quand on fait une œuvre d'art. C'est l'un des premiers trucs qu'on a du film. Et je pense que ça... Je sais pas exactement peut-être ce que ça cherche à exprimer, mais l'idée qu'il faut un geste artistique, peut-être... Il faut l'assumer, et les choses qu'on fait dans la vie, il faut pouvoir les assumer derrière aussi. Dans le sens où tout ce qu'on fait, en fait, quelque chose que tu produis toi en tant que personne. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose qui est juste un geste, quoi.
En tout cas, moi, c'est comme ça que je Ouais. l'interprète. Je redis peut-être quelque chose qui a déjà été dit dans le podcast, mais une des grandes qualités, je pense, de son cinéma, c'est que c'est un cinéma qui... J'ai la sensation qu'il cherche pas... qui cherche à nous réconcilier avec l'imperfection du monde. En tout cas, sur ce film-là. Il y a cette dimension-là. Et donc, qui... paradoxalement, nous donne peut-être l'envie de changer certaines choses, peut-être. Tout à fait. Et alors je vais citer un excellent podcast aussi que j'écoute, qui même a un petit peu nourri notre envie, enfin en tout cas mon envie de faire des podcasts, qui s'appelle La gêne occasionnée, qui est fait par L'homme qui n'a pas de prénom et François Bégodeau. Et à un moment, je ne sais plus dans quel épisode c'est, donc c'est Bégodeau qui dit oui, le cinéma ou l'art, c'est ce qui nous réconcilie avec l'incurable. Et là, on est totalement là-dedans, quoi. On est dans une forme de réconciliation avec le tragique de la vie et nous aide à continuer à vivre et à l'accepter aussi, quoi, et puis à y faire face. En tout cas, c'est un très beau film, hein, le film de James Gray. Je pense qu'il sera sûrement dans notre top, dans nos films qu'on gardera de cette année. De cette année, je pense, ouais. Voilà, c'était encore un cinéaste américain qu'on a fait. On ne voit pas que des films américains, ce n'est pas vrai. Il se trouve que cette année était particulièrement riche et puis on avait envie de parler de James Gray en podcast, donc c'est pour ça qu'on s'est dit, allez, on continue sur cette lancée-là. Mais je vous promets qu'il y aura d'autres cinéphilies, d'autres industries cinématographiques au fur et à mesure de nos podcasts. Bon, bah écoutez, on espère que, à part si tu as quelque chose d'autre à dire sur Non, le film. mais j'espère que James Gray continuera de nous faire des beaux films. J'espère qu'il aura plus de liberté pour les faire et qu'il pourra nous enchanter. J'espère aussi qu'il arrivera à nous surprendre, même s'il l'a fait, hein. Mais ouais, j'espère qu'il sera aussi reconnu un petit peu au-delà du cercle cinéphilique. Peut-être quelques prix à Cannes, ce serait pas de refus, sachant que ça fait un moment qu'il y vient et qu'il est toujours reparti bredouille. Bon, après voilà, moi les tambouilles, palmarès de festival, tout ça, c'est pas ma passion, mais c'est vrai que pour le coup, si ça pouvait lui permettre d'être un peu plus à l'aise pour arriver à faire des projets, je pense que c'est un cinéaste précieux dans le cinéma américain contemporain, en tout cas. Ouais. Je pense aussi à un point, quand il dessine la fusée, ça renvoie à Ad Astra. Et en fait, je me demande, n'empêche, si il n'est pas allé au bout d'une certaine filmographie, en fait, James Gray. Je suis très curieux de voir ce qu'il va faire après, quoi. Je sais pas ce qu'il peut faire après ce film-là. Voilà. Non, c'est vrai. La question de son prochain film, c'est quelque chose de... Parce que même au niveau de la tonalité, c'est des films, depuis, je trouve, Love City of Z, qui se terminent... Bon, même si The Immigrant, c'était un peu les deux, c'est moins absolument nihiliste comme ça pouvait l'être sur les... Enfin, nihiliste. En tout cas, les trois premiers tragique. films... Ouais, c'était vraiment... Le terme que tu cherches, c'est tragique. La tragédie vraiment à l'œuvre sur les trois premiers films, quoi. On terminait le moral dans les chaussettes. C'était pas exactement le cas sur les films suivants. Et là, c'est vrai que je trouve que c'est peut-être le film qui fonctionne le mieux, peut-être avec The Lost City of Z sur ce modèle-là. Mais en effet, une fois maintenant qu'il a fait... Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il revient sur son enfance. C'est-à-dire que il refait le point, tu vois. Quand tu cherches, c'est vrai, à repartir sur une nouvelle période ou autre chose, c'est un réflexe, on va dire, assez commun de revenir sur c'était quoi la source. Pourquoi je me suis destiné à cet art-là, par exemple, ou pourquoi j'ai fait les choix dans ma vie. Ben, en effet, Pam, il fait un film sur son enfance. Ah, si, c'est marrant parce que si on le compare encore une fois à Fellini a 8,5, tu vois, a fait son film qui refait le point et après il a ouvert une autre partie de sa carrière. Hein. Ouais. Donc ouais, je serais curieux de suivre James. Et c'est peut-être le cas aussi pour les autres cinéastes, comme Paul Thomas Anderson avec Licorice Pizza. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ce mouvement rétrospectif, ouais, j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Tarantino, il ne reste plus qu'un. Qu'il ne fera pas. Il va garder son Joker jusqu'à la fin de sa carrière. Et Paul Thomas Anderson, pour l'instant, bon, on va voir. En tout cas, on a eu une année 2022 assez riche avec les cinéastes post-Néo-Hollywood. On verra ce que nous réserve 2023. Peut-être quelque chose qui est en dehors du cinéma américain. Moi, c'est en tout cas pour James, au final, comme je le vois, c'est, vu la fin de son film, peut-être quelque chose qui se situe en dehors du système américain. Sur ces belles paroles, Nico, je te propose de conclure l'épisode. Et à la prochaine fois. À bientôt.